Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui c'est Pierre Grizzly qui est à mes côtés. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va aussi. Tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Danser sur l'eau, qui est le premier extrait de ton album à venir. Mais avant de parler de ce titre, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique et dont tu te souviennes. Alors mon premier souvenir lié à la musique, c'est quand je suis allé voir un ami de mon frère jouer dans un garage de mon petit village dans le sud. Ouais. Et j'ai vu ce chanteur bassiste en train de s'exprimer. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer de cet instrument que personne ne connaît et d'être à la fois devant de la scène comme lui. Et j'avais à peu près 9 ans. Ah, donc en fait, ton choc, entre guillemets, avec la musique et surtout la basse, et le moment où tu la commences, il se passe quelques mois en fait. Ouais, c'est ça, Parce que exactement. tu l'as commencé à 10 ans et en autodidacte en plus. Exactement, c'est devenu une obsession assez rapidement. Comment est-ce que tu as appris, enfin, avec quel biais tu apprends la basse en autodidacte ? J'ai appris beaucoup sur YouTube en fait. Ouais. Finalement, je suis de cette nouvelle génération qui a appris sur YouTube. J'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai travaillé aussi tout seul de mon côté. Et puis, j'ai intégré l'école l'école de musique de mon village, pardon. Ouais. Et, euh, et là, j'ai commencé à prendre des cours un peu plus sérieux. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui débute la basse ? Oui, je dirais qu'il faut s'accrocher, avoir confiance en soi et se faire plaisir. Et est-ce que la musique, avant que tu ailles voir l'ami de ton frère jouer de la basse, tout ça, est-ce que la musique, de manière générale, ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est toi qui es allé vers elle ? Ça a toujours fait partie de ma vie. Mes parents écoutent beaucoup de musique. Ils sont pas musiciens, mais j'ai quand même été baigné là-dedans depuis que je suis tout petit. Et sur les trajets aussi pour aller à l'école, je garde des souvenirs assez incroyables de musique et de sensations fortes en écoutant de la musique. C'est quel genre de musique qui déjà petite te procurait des sensations ? Alors avant, j'aimais bien Blink 182. Ouais. J'étais fan de ce genre de musique, Sum 41 et AC/DC même. Et du coup, je me mettais ça à fond dans les oreilles et c'était un peu mon petit refuge. Et tes parents, ils étaient plus quoi ? Mes parents, ils étaient plus Supertramp, Eric Clapton, euh, Michel Berger, voilà quoi, un peu tout ça. Et à l'école de musique que tu as évoquée tout à l'heure, euh, donc c'est à Leucate où tu vivais, Oui, et tu vas découvrir exactement. surtout le jazz et la musique du monde. Est-ce que le fait qu'on t'ouvre finalement à d'autres musiques que ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que ça t'a apporté cette ouverture à la musique d'ailleurs ? Ça m'a, ça m'a beaucoup, ça m'a ouvert en fait les horizons. J'ai l'impression d'être rentré dans un monde encore plus grand que celui que je connaissais. Je me suis dit tiens, il y a ça aussi, il y a tout ça. Donc ça m'a encore plus boosté à travailler et à apprécier d'autres genres de musique. Donc je me suis mis à écouter aussi plein d'autres styles de musique. J'ai commencé à accompagner les gens de l'école de musique aussi, qui chantaient dans plein de styles différents, un peu plus musique cubaine, d'autres chansons françaises. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit au jazz, aux musiques du monde et un peu aux musiques actuelles aussi. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as découverts pendant cette école-là et qui t'inspirent ou qui t'accompagnent toujours ? Euh, oui, il y a Jaco Pastorius, Mhm. qui est un grand bassiste compositeur, qui m'accompagne toujours. Il est là quelque part, même si ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce style. Et il y a ce genre d'artiste. Sinon, j'avais découvert aussi euh, le, Compay Segundo, par exemple, Ouais. un groupe cubain.
Mais j'y vais un petit peu à l'instinct parce que c'est tellement vaste le monde de la musique et j'ai écouté tellement de choses différentes que j'essaie de me remémorer quelques souvenirs par-ci par-là, mais il y a beaucoup d'artistes que j'ai aimé et écouter à cette période. Est-ce que, hors le bassiste que tu nous as évoqué là, est-ce il y en a d'autres qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Oui, il y a James Jamerson, évidemment, c'est le bassiste de la Motown, un bassiste incroyable. Il y a aussi Willie Weeks, qui pareil est un grand bassiste pour moi, et puis Paul McCartney, Ouais. que tout le monde connaît. Pour continuer un petit peu ton parcours musical et surtout au niveau de l'école, en 2012, tu intègres le Centre des musiques Didier Lockwood. Comment se passent tes études Oui, dans ce centre que finalement beaucoup connaissent? alors les débuts étaient pas évidents parce que je venais de ce petit village dans le sud de la France. J'avais jamais eu de prof de basse, j'avais jamais appris à lire la musique, c'était vraiment assez instinctif. Et donc c'était un petit peu stressant de me retrouver dans une école de jazz avec tous les codes, la lecture, des gens qui sortent de conservatoire. En plus j'étais un des plus jeunes de l'école, donc c'était vraiment une sacrée expérience. Mais je pense que ça m'a permis d'aller encore plus loin en fait dans ce que je faisais et d'améliorer mes lacunes et de me consolider quoi. Et dans cette école-là, comment est-ce que tu as été inscrit à l'école? Est-ce que c'est toi qui avais envie, tu la connaissais, tu avais envie d'être, de devenir étudiant là-bas ou on est venu te chercher? En fait, j'ai un peu badé avec mes parents qui étaient pas trop chauds évidemment, ils connaissaient pas du tout le monde de la musique. Ils m'ont dit waouh, tu vas à Paris faire de la musique dans une école, mais c'est assez vertigineux, impressionnant. Mais j'ai fait un petit peu un forcing et j'ai eu la chance qu'ils m'aient un peu soutenu aussi. Ils ont fini par me dire bon, mais on te fait confiance, essaye au moins et puis on verra. Et donc là-bas, ça m'a assez motivé à travailler pour essayer de rattraper un petit peu l'écart que j'avais au niveau de la musique par rapport aux autres de l'école, mais c'était quand même très chouette. Et puis en plus, avec cette école-là, tu fais pas que partir à Paris parce que tu pars aussi 5 mois au Brésil dans l'école de Sousa Lima à Sao Paulo. Oui, exactement. Il y avait cette proposition d'échange avec plusieurs pays. Il y avait les Pays-Bas, Londres aussi. Il y avait pas mal de choix, mais quand j'ai vu Brésil, je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'aille au Brésil. J'adore la musique brésilienne, je viens du sud, j'adore le soleil et tout, donc il fallait absolument que je fasse cette expérience. En plus, j'avais 20 ans, enfin 19, 20 ans. Donc c'était le moment idéal pour partir 6 mois à l'étranger et vivre une expérience unique. C'est différent d'apprendre en France la musique et de l'apprendre au Brésil, pardon. Oui, c'est complètement différent. Ça m'a ouvert aussi l'esprit, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout en vivant là-bas que j'ai appris beaucoup de choses sur la musique brésilienne. C'est quand tu commences à parler la langue, que tu comprends les paroles, ce que ça raconte, et tu vis la vie des gens un peu du quotidien. Je pense que ça t'aide beaucoup mieux à comprendre la danse et la musique et la musicalité de ce style, quoi. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs, et musicalement, c'est tellement différent que c'était une expérience trop bien, quoi. Parce qu'en plus, tu parlais le brésilien avant de partir. Non, non, non. Je parlais pas du tout portugais. Je parlais un petit peu espagnol et maintenant je parle plus portugais qu'espagnol. Comme quoi, finalement. Ouais. Donc, tu connaissais déjà un petit peu la musique brésilienne. Est-ce qu'avant de partir, on vous donne quelques clés avant en tout cas dans la musique du pays dans lequel vous allez passer 5 mois, ou vraiment on attend que vous la découvriez par vous-même? Alors à l'école de jazz à Paris, il y a pas mal d'intervenants qui viennent. Donc il y avait un prof aussi de musique brésilienne et il nous a déjà un petit peu montré quelques quelques clés quoi quelques codes de cette musique, mais je pense que ça a rien à voir avec le fait
quand tu arrives là-bas, tu te dis, ah oui, en fait, j'ai rien compris et il faut que je reparte de zéro. Let's go, quoi. Est-ce qu'on joue différemment de la basse d'un pays à un autre? Oui, complètement. Je me, je suis allé enregistrer à New York il y a un an avec un autre groupe, un autre projet dans lequel je joue qui s'appelle Petite Vallée. Ouais. Et je me souviens, on a enregistré avec un producteur qui s'appelle Sam Cohen. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience vraiment de la différence de jeu entre les bassistes du monde entier. Il m'a dit, t'as un son vraiment très français à la basse et tout, un peu à la Serge Gainsbourg. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est marrant. Je pensais pas avoir un son français, mais au final, je pense qu'il y a plein de manières de jouer. Et au Brésil, par exemple, c'est encore autre chose. Les bassistes, ils jouent un peu plus libre, j'ai envie de dire. Mm. C'est un peu plus fourni aussi, plus de notes. Mais c'est super. Tout est cool, je pense. Oui, parce que là, tu cites un autre projet avec lequel tu travailles, mais tu as aussi collaboré entre aujourd'hui et la fin de tes études, que tu termines avec une mention très bien, si je ne m'abuse. Tu, Oui, c'est ça. tu collabores avec de nombreuses personnes. Je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a Nash, il y a M, il y a Clara Luciani, pour citer que. À quel niveau est-ce que tu collabores avec eux? C'est plutôt studio, scène, les deux? Avec Clara, c'était surtout la scène. On a fait la dernière tournée ensemble. Je l'ai accompagnée sur l'album Cœur. Mhm. Et par exemple, M, c'était plus, on a fait un petit live sur Facebook pendant le confinement, parce qu'on s'est rencontrés à cette période. Et puis on a fait quelques petites choses en studio aussi. Avec Nash, on a une relation assez proche, donc on écrit carrément des chansons ensemble. On a composé une chanson qui s'appelle Un appel à l'amour. Mm. Et, et puis on continue souvent de se voir pour écrire des chansons, parler de nos projets. Et je joue de la basse aussi dans ces projets. Voilà quoi. J'ai à chaque fois une relation différente en fonction des artistes que j'accompagne et je fais autant du studio que du live, je dirais. Et comment justement est-ce que toi, tu as réussi en sortant de l'école, comment est-ce que tu as réussi de fil en aiguille, parce que tu n'en es pas sorti il y a 30 ans non plus de l'école, comment est-ce que de fil en aiguille, tu arrives à travailler avec des gens que l'on connaît quand même tous? Ben en fait, j'ai commencé à jouer dans plusieurs groupes un petit peu. Au début, c'était surtout du jazz, et fusion un petit peu aussi. Du coup, j'ai joué dans une dizaine de groupes, mais des tout petits groupes, des projets surtout instrumentaux. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un ami d'amis qui m'a présenté un chanteur. Et en fait, j'ai fait que passer d'un projet à l'autre et ça m'a mené un petit peu à des projets un peu plus importants, je dirais. Et petit à petit, comme ça, je me suis retrouvé à faire des auditions. Par exemple, pour Clara, c'était sur une audition. Et voilà, quoi. J'ai fait plein de belles rencontres pendant ce parcours. Mais maintenant, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école, quand même. Donc, je me dis, ça commence à faire un petit moment. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce que... Oui. Ah, puis il y a eu quand même eu 2 ans de Covid et tu le disais, toi, tu as fait quand même pas mal de choses pendant le Oui, oui, Covid. oui. Ouais. J'ai enregistré pas mal de choses en studio. J'ai lancé mon projet aussi. Mm. J'ai écrit des chansons. J'ai fait vraiment pas mal d'albums et de studios, donc c'était cool. Et puis après, quand ça a repris doucement, j'ai fait aussi quelques concerts. Non, c'est vraiment une bonne période, malgré tout ce qui se passait autour et toutes les choses négatives, mais c'était quand même pour moi une période très agréable. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu cette pause du Covid qui t'a donné envie ou qui t'a peut-être juste donné le temps de te poser de toi sur tes envies, sur ce que cet enfant de 9 ans avait vu sur scène euh, avec son frère qui t'a fait te dire je veux faire mes chansons? Ouais, j'étais toujours en fait à fond. Je faisais 3 répètes par jour. J'apprenais des répertoires. J'accompagnais plein d'artistes et tout. Et en fait, il y avait toujours ce petit truc là qui était dans ma tête et qui me disait il faut que tu écrives tes chansons, prends le temps de faire ça. Et en fait, j'étais pris un peu par la vie. Et c'est vrai que cette pause, ça m'a permis
de me reconnecter un peu à moi-même, même de me reposer déjà, et puis de me dire ok, il faut que je prenne le temps de finir ces chansons que je suis en train d'écrire, et en fait après c'est devenu mon truc principal, quoi. C'est devenu vraiment une obsession aussi. Je me suis dit ok, c'est là où il faut que j'aille. Maintenant je sais ce que je veux, et il faut y aller, quoi. Et parce qu'en 2021, tu sors ton tout premier titre qui s'appelle La Belle Aube. Qu'est-ce que ça fait de se dire je sors un titre qui porte mon nom, où il y a moi où on me reconnaît en fait, où ce projet-là, c'est moi de A à Z quasiment. Alors j'avais l'impression d'être nu devant toute ma famille, quoi. Franchement, c'était pas évident parce que je suis quelqu'un de très timide, mais c'était une bonne expérience, un défi aussi, et voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience de faire ça, et je pense que ça m'a ouvert plein de portes, et aujourd'hui je suis content d'avoir fait ça et de m'être lancé dans ce projet à fond, quoi. Je te propose qu'on écoute ce premier titre et on en parle juste après. Ok. Chanteras sous les nuages.
C'était le titre La Belle Aube que tu as écrit seul, mais que tu as composé avec Alban et Franck. C'était rassurant d'être entouré pour la composition de ton premier titre. Oui, c'était rassurant, parce qu'en plus ils accompagnaient à ce moment-là Clara, Ouais. déjà. Donc c'était un peu aussi une première rencontre avec cette team et je me suis dit, tiens, ça se passe super bien, ils sont trop sympas, on écrit bien ensemble. C'était vraiment cool parce que je suis passé de seul en fait avec ma guitare et ma basse dans ma chambre en fait j'ai pu laisser le projet à quelqu'un d'autre et je me suis dit, tiens, c'est incroyable ce que les autres peuvent apporter et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite. Euh, c'est pour ça que j'appelle souvent beaucoup d'amis musiciens à jouer sur mes morceaux. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi qui sais jouer de la basse, que c'est ton métier, t'es bassiste. Mais en fait, tu écris beaucoup et tu écris depuis longtemps. Oui, maintenant ça fait 5 ou 6 ans que j'écris des paroles et aussi de la musique, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire au tout début? En fait, c'est la lecture. J'aimais bien lire. Je détestais lire quand j'étais petit et par contre, je me suis reconnecté assez tardivement à la lecture et je trouvais les mots écrits assez beaux. Je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai envie d'écrire des choses. Donc, j'ai commencé à écrire une page tous les matins de tout et n'importe quoi. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, ces mélodies là que je suis en train de faire, je pourrais essayer de mettre des mots dessus. Et voilà, c'est un peu venu comme ça, petit à petit. Alors, le titre qu'on a écouté, La Belle Aube, est sorti sous le nom de Pierre. C'était ton nom de scène au tout début. Oui, Tu préférais qu'on t'appelle que par ton prénom au début? alors oui, parce que je me suis dit, tiens, il y a plein d'artistes qui ont juste leur prénom. Il y avait pas mal de Pierre avec des noms de famille, mais je me suis dit, tiens, je vais mettre juste Pierre. Ça sera un peu comme Angèle et ce genre d'artiste. Mais après, je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que c'était un peu plus compliqué à trouver que ce que je pensais. Oui, c'est sûr que c'est un peu le problème de choisir le nom d'artiste. En fait, c'est un vrai casse-tête, on va pas se mentir. C'est un vrai casse-tête. En fait, je voulais pas trop me prendre la tête avec ça. Et plus j'avance et plus je me suis rendu compte qu'il fallait que je me prenne la tête mais aujourd'hui, je suis content d'avoir trouvé j'ai trouvé un équilibre parfait pour moi et ça a pris du temps, mais maintenant c'est ok. C'est Pierre Grizzly. Exactement. Pourquoi avoir choisi Grizzly en nom de famille, en tout cas pour la scène, parce que c'est pas ton vrai nom de famille. Non, alors ça ressemble un petit peu à mon nom de famille qui est assez imprononçable pour la première fois. Mais en fait, j'avais fait une méditation guidée pour trouver son animal totem en Grèce. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et je sais pas pourquoi je suis tombé sur un ours alors que moi je crois pas du tout à ces trucs-là. Je me suis dit je vais rien voir, c'est nul cette expérience. Et en fait j'ai vu un ours, je me suis dit tiens ça tombe bien parce que j'adore le miel et j'adore les ours aussi. Franchement, je regarde des reportages parfois sur les ours et sur plein d'animaux. Et en plus de ça, en continuant à chercher mon nom, j'ai fait mon portrait chinois avec Mathieu chez Dit justement et la famille. On s'était rencontrés après un zénith et il m'avait dit ah tu cherches un nom, c'est jamais évident à trouver un nom, faut bien réfléchir. Il m'a fait mon portrait chinois et on est tombé sur Grizzly. Et je me suis dit non là quand même ça fait beaucoup. Donc voilà, j'en suis arrivé à Pierre Grizzly. Et au-delà du fait que tu avais eu ce, ce choc un peu quand tu étais petit, de voir ce bassiste qui chante, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être au centre d'un projet? Parce que toi, tu savais, enfin, autre que les personnes qui se lancent dans la musique sans forcément connaître, toi, tu as côtoyé des gens qui ont une notoriété nationale. C'est pas, ça peut, on peut se dire, ça peut donner envie de freiner les envies d'être au centre d'un projet. Et toi, finalement, pas du tout. Tu te lances dans un projet. Est-ce que c'était bien au contraire le fait de connaître les coulisses, les à côté, qui, qui t'a aussi donné cette envie d'y aller, enfin, sans vouloir dire que tu voulais la même chose qu'eux, mais
Ça peut, tu vois, effrayer l'inconnu peut effrayer, alors que là, du coup, il n'était pas inconnu. Oui, en fait, ça m'a pas vraiment effrayé, ça m'a plus nourri. Je le Mm. voyais vraiment comme une chance de côtoyer ces gens-là qui en sont à un moment un peu plus abouti. Je me suis dit, ok, il faut que je me nourrisse en fait de ces personnes et que j'essaie de comprendre comment ça marche afin de me connaître mieux et de développer mon projet et ma vie musicale à fond, quoi. C'est pour ça que j'ai essayé de développer ce projet à Donf. Et ouais, c'était un peu impressionnant au début, mais je me suis vite habitué. Je me suis dit, ok, il faut que je puise la force là-dedans. Et voilà, maintenant, le défi pour moi, c'est surtout la timidité et de me dire, ok, maintenant, il faut se lancer, il faut aller sur scène, il faut défendre vraiment les morceaux. Parce que quand tu es en studio, c'est cool, c'est un peu la récré. Mais c'est toujours cool d'aller plus loin. Et l'étape d'après, c'est vraiment se mettre à nu, encore une fois, devant tout le monde et soi-même. Justement, tu parles de timidité. Après La Belle Aube, tu as sorti le titre qui s'appelle Les Jours pourpres, qui justement parle Oui, de la timidité. exactement. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire du, d'une, d'une partie de ton caractère, de partie de ce que tu es, une chanson? Est-ce que c'était pour expliquer un peu aux gens ou c'est juste parce que ça te permettait aussi de mettre des mots sur ce que tu étais? Un peu tout ça, ouais, ça me permettait de mettre des mots sur qui j'étais. Je voulais un petit peu aussi expliquer aux gens, essayer aussi de donner un autre regard sur la timidité que celui un petit peu de la gênance et du truc un peu ah il est timide, c'est mignon ou truc ou enfin depuis tout petit je me fais des remarques, je deviens rouge quand je parle à des personnes et tout. Mais j'avais envie de donner un autre regard, donc une chanson plus centrer le truc sur l'amour aussi. Parce que c'est quand t'es timide, t'as envie de bien faire, t'as envie de donner de l'amour, même il faut être assez indulgent avec soi-même parce que parfois on est un peu dur avec soi-même. Donc j'avais envie un peu de défendre ça, cet amour de soi et pour les autres. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, comme, euh, comme beaucoup, sont timides, comment est-ce que tu peux expliquer comment toi tu arrives à, bah, ce que tu disais, à monter sur scène et à dire à ta timidité, ok, toi tu restes là, je monte sur scène sans toi. Ouais, bah j'y arrive pas en fait, tout simplement. J'y arrive pas, j'ai pas encore de réponse à ce sujet. Pour l'instant, c'est facile de monter sur scène avec une basse dans les mains parce que je fais ça depuis que je suis tout petit et que c'est vraiment une évidence. Mais par contre, dès qu'il faut que je chante mes chansons, je sens que j'ai une petite boule au ventre là qui commence à arriver et voilà quoi, la petite adrénaline, la timidité. J'ai pas encore de solution, mais je vous dirai si j'en trouve une. Comment est-ce que le bassiste que tu es et que tu étais, euh, comment est-ce que tu t'es dit, je vais chanter aussi? Euh, Petit à petit, dans mon parcours musical, en fait, en accompagnant les gens, ils m'ont demandé de faire des chœurs une ou deux fois, et je me suis dit, tiens, c'est la semaine prochaine, il faut que j'apprenne des paroles en anglais en plus, et il faut que je chante. En jouant de la basse, je me suis dit, ok, c'est un défi de plus, je me lance là-dedans aussi. Et petit à petit, à force de faire des chœurs dans presque tous les groupes dans lesquels je jouais il y a quelques années, je me suis dit, bah, tiens, maintenant, il faut que je sois au devant de la scène. J'aime bien les défis, en fait, j'essaie d'aller toujours plus loin et de me mettre dans l'inconfort. Et ça m'a porté souvent des bonnes choses. Donc voilà, petit à petit, je me suis mis à chanter en leader aussi, quoi. On parle beaucoup de la scène. Est-ce que tu as un ou deux ou plusieurs souvenirs de scène à nous partager? Parce que tu as fait des très très grosses scènes et des scènes un peu moins importantes, mais est-ce que tu en as qui t'ont plus marqué pour une raison ou une autre? Oui, je garderai toujours en tête ces moments avec Clara sur scène, pendant lesquels je remplaçais Julien Doré. C'était un petit peu la blague, parce que j'ai les cheveux très longs et bouclés. Et du coup, elle me faisait chanter sur Sad and Slow, un duo qu'elle avait fait avec Julien Doré.
Et ça, c'était un souvenir assez incroyable. J'essayais de parler au public, en fait, à chaque fois différemment en plus. Donc, c'était un petit peu un jeu avec toute l'équipe. C'était un moment à la fois très intimidant et très cool. Et puis Clara, elle a rarement fait des très petites salles avec cette tournée en plus. Oui, oui, c'est ça. C'était pas des petites salles. Et il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Danser sur l'eau. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de ce titre-là? alors oui, Danser sur l'eau, je l'ai écrit un peu comme un retour aux sources. J'ai voulu personnifier la mer Mm. qui m'accompagne depuis que je suis enfant. Donc c'est un peu ce moi enfant qui regarde la mer dans l'horizon et qui défie un petit peu l'impossible en voulant danser sur l'eau. J'ai l'impossible, ça peut être aussi la mort par exemple, l'amour. Donc il y avait un peu tous ces sujets et je me suis dit il faut que je fasse une chanson sur la mer mais aussi sur défier l'impossible et mais toujours de manière positive. Donc un peu comme un trop-plein de vie positive, que ce soit par rapport à l'amour, la mort, la mer, tout ça. Et, euh, et j'ai fait un clip avec Giovanna Mhm. Gioracini, qui a réalisé ce clip dans lequel il y a ma chérie aussi, qui s'appelle Casey. Donc on a essayé de mettre en scène un peu tout ça, l'amour, la mer et la mort. Oui, et puis en plus, dans ce clip-là, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Il y a aussi pas mal d'éléments qu'on voit. Donc, il y a l'eau, forcément. Il y a aussi la terre, parce que tu es dans plusieurs moments dans une forêt. Oui, Il y a quand même une forme de mélancolie quand on écoute et quand on voit le clip aussi. oui, complètement. C'est assez mélancolique. C'est un sentiment que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis le Brésil d'ailleurs, parce que là-bas c'est beaucoup, c'est alegria, c'est la mélancolie positive. Mm. Donc ça m'accompagne depuis. Et dans ce clip, il y a aussi toutes les saisons qui passent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Ouais. il y a la neige à la fin, il y a l'été, l'automne. Au niveau des couleurs, ça passe de sombre à clair à sombre. On a essayé de mettre en valeur tous ces éléments et le tout en tournant sur ma terre natale. Comment est-ce que tu écris et tu composes tes titres? Ça, on n'en a pas parlé. Par quoi est-ce que tu commences? Ou alors c'est vraiment assez aléatoire selon les titres et selon le sujet dont tu vas traiter? C'est assez aléatoire. Il y a vraiment des morceaux sur l'album là qui va sortir cette année que j'ai écrit en guitare-voix assez rapidement, Mm. donc tout d'un bloc comme ça. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai vraiment un petit peu galéré. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai changé les paroles, j'ai changé un truc. Je me suis dit, ok, il faut remplacer la guitare par un violon. Donc j'ai pas arrêté de douter sur certaines choses. C'est à chaque fois un petit peu différent. Mais je me suis fait aider par Maxime Cosinette, un super réal. Ouais. Et il m'a accompagné dans mon aventure. On a enregistré à Montreuil, à Mélodium, dans un super studio. On a enregistré en Grèce aussi, dans un studio qui était vraiment super bien, à Hydra. Et un peu chez lui à Marseille. Donc on est partis à l'aventure tous les deux, tous les trois avec son assistant Samy aussi. Et puis j'ai invité tous mes amis à venir jouer sur l'album. Donc ça change un petit peu à chaque fois ma manière d'écrire, mais j'ai fini beaucoup de choses en studio. Et tu commences toujours par l'écriture. Enfin, c'est plus l'écriture qui commence tes morceaux ou c'est plutôt une note ou une suite d'accords? Alors souvent je fais des petits mémos vocaux sur mon portable. Ouais. Quand j'ai une petite idée, parfois je me chante un truc comme ça. Ou alors je me joue quelque chose à la guitare ou à la basse. Ou même au piano parfois, même si je suis pas vraiment pianiste. Et donc soit ça, soit parfois j'avais des petits bouts de... En fait je fais tout en parallèle, j'écris des petits bouts, des mémos de paroles, des petits mémos vocaux et ensuite j'essaie de les mettre ensemble. Mais souvent ce qui est drôle c'est que j'appelle mon mémo vocal par exemple je dis horizon, mer, un truc comme ça. Et ensuite ça va devenir danser sur l'eau parce qu'en fait mon premier réflexe a été de l'appeler comme ça parce que j'étais en face de la mer et je me suis dit tiens ça m'inspire ça.
Et donc petit à petit après je développe le sujet et souvent ça c'est en rapport avec le truc que j'écris à l'arrache quand j'enregistre mon mémo quoi. Donc finalement, la finalité de la chanson n'est pas très différente des- de tes premières pensées ou de ta première intention. Oui, c'est ça. Pour moi c'est très très important la première intention, que ce soit musical ou au niveau des paroles, il faut vraiment j'essaie toujours de me reconnecter à mon instinct en fait. Qu'est-ce qui est sorti comme ça naturellement, instinctivement et j'essaie absolument tout au long du processus qui est parfois un petit peu long. J'ai mis quand même 2 ans et demi à tout enregistrer. Ouais. Donc j'essaie toujours de garder ça en tête, parfois de me réécouter les petits trucs que j'avais fait dans mon village ou les petites premières ébauches d'écriture. Alors, Danser sur l'eau, c'est le premier extrait de l'album à venir. C'est un album qui sera composé de 12 titres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur certains des titres? Oui, alors il y a des titres qui sont assez courts, un peu comme des petites sucreries. Ouais. Euh, il y a des titres un petit peu plus dansants. J'ai essayé voilà, je pense que au niveau des paroles aussi, il y a des choses assez différentes. Il y a un morceau sur ma grand-mère. Il y a, il y a un morceau sur mon ex. Enfin, il y a plein de vibes assez différentes. Il y a un featuring avec une rappeuse aussi. Il y aura 2 featuring en tout. Voilà, j'en dis pas plus pour que vous puissiez avoir des surprises. Est-ce que tu as une date ou une période de l'année qui pourrait être assimilée à la sortie de l'album? Alors j'aimerais beaucoup le sortir le jour de mon anniversaire parce que ce sera mes 30 ans cette année. Ouais. Et donc mon rêve c'est un peu de le sortir le 27 octobre pour mes 30 ans. Donc voilà, je vais faire en sorte que ça puisse voir le jour ce jour-là, mais je garantis rien. On n'a pas trop parlé de basse, en tout cas, ni pour Danser sur l'eau. Toi, t'en as pas trop parlé, t'as beaucoup parlé de guitare pour les titres qu'on connaît pas encore du prochain album, enfin de l'album à venir. Est-ce que c'est Oui. parce que la basse t'en a mis, mais pas tant que ça? Alors en fait, j'essaie en fait pour mon projet de me mettre dans la peau vraiment d'un artiste qui écrit des chansons qui pourraient parler à des gens qui sont vraiment des chansons quoi. Et j'essaie de mettre de côté mon parcours musical, mon côté technique, bassiste. J'essaie vraiment de le mettre de côté, et en même temps au service de cette musique-là. Donc il y a j'aurais été prêt à faire jouer d'autres bassistes par exemple. Il y a quelques basses qui ont été faites au synthé par parfois Max ou d'autres personnes qui étaient là. Donc je- j'adore en fait être en studio pour ça, c'est pour avoir tous ces instruments à côté et pouvoir jouer un peu de tout, même si je sais pas en jouer en fait, c'est toujours assez inspirant. En Grèce, j'ai ajouté de la sitar sur Danser sur l'eau. À Montreuil, j'ai enregistré du banjo. C'est le riff du début que vous pouvez entendre. Enfin, j'essaie surtout que ce soit fun et de pas trop penser à ok, il faut que la basse soit vraiment très léchée, il faut qu'on entende que je suis bassiste. Hmm. Non, pas du tout. J'essaie vraiment de mettre en avant le côté chanson. Oui, donc c'est ce qui est aussi bien, c'est que tu as ton identité de bassiste quand tu accompagnes des personnes et tu as aussi t'as ton identité de Pierre Grizzly qui est sur le devant de la scène, qui chante, qui écrit, qui compose aussi et qui finalement lâche un petit peu sa basse parce que, bah, de toute façon, forcément, au sein de toi, dans une même personne, il y a les deux personnes, mais ça te permet aussi de trouver peut-être une identité qui t'y est propre, plus que la base qui t'accompagne depuis bah, que tu as 10 ans. Quoi. Oui, ouais, c'est ça. En fait, j'ai vraiment envie pas de me détacher de ça, mais de le voir comme un plus en fait et de me dire ok, quand je vais prendre la basse, ça va être super bien et je vais tout donner. Mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit au centre du projet et j'ai envie vraiment que ce soit des chansons et que je puisse m'amuser avec plein d'autres instruments, de surprendre aussi les gens parce que j'aime bien surprendre et j'adore les artistes qui font des surprises comme ça où tu te dis ah, il va faire ça, je l'attends en fait à cet endroit-là et je le retrouve ailleurs
c'est toujours cool, je trouve. Ouais, puis finalement, si toi, tu t'amuses pas sur ton projet, tu le feras forcément moins sur ceux des autres. Voilà, c'est ça. C'est un peu mon terrain de jeu, ce projet. Je me dis, j'ai trop de chance de pouvoir faire ça, donc j'y vais à fond et surtout, j'essaie de m'amuser tout le temps, quoi. Alors, j'aime beaucoup finir cet échange par une question. Qu'est-ce que tu dirais Oui. au Pierre qui a tout juste 9 ans et qui va débuter dans les semaines qui arrivent la basse, si tu pouvais lui parler? Je lui dirais d'y croire, de s'accrocher et de laisser beaucoup de place au rêve parce que je trouve que c'est important de rêver et on est trop souvent ramené les pieds à terre en fait alors que en fait le monde du rêve est tellement grand que ça nous permettra d'être encore mieux ancrés et de pouvoir faire de belles choses. Bah, merci Pierre d'avoir été à mes côtés. Merci à toi. Alors, je te propose qu'on se quitte avec le dernier titre que tu as sorti et dont on a parlé qui s'appelle Danser sur l'eau. Il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite à aller le mettre dans vos playlists. Le clip aussi est sorti, il est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à suivre Pierre sur tous ses réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de l'album qui, je l'espère en tout cas pour toi, sortira le 27 octobre pour fêter dignement tes 30 ans. Merci. On écoute tout de suite Danser sur l'eau. Merci beaucoup Pierre, à très vite. On se donne rendez-vous pour l'album. Quand tu nous tends les bras, lentement se dessinent les courbes de ta grandeur. Sous mes yeux s'illumine le doux visage de ta splendeur. J'aimerais bien danser sur l'eau. J'aimerais bien vivre un peu trop. J'aimerais bien danser sur l'eau. J'aimerais bien vivre un peu trop. Ton soupir nous ramène à la vie. Cet air qui me donne envie de me jeter sur toi. Enfin je te vois accueillir mes pas d'une âme sensible. J'aimerais bien danser sur l'eau. J'aimerais bien vivre un peu trop. J'aimerais bien danser sur l'eau. J'aimerais bien vivre un peu trop. Danser, danser sur l'eau. Danser, danser sur l'eau. Danser sur l'eau.